Alors, j'en viens maintenant à ce qui me paraît être 3 défis majeurs pour la question de l'inclusion, alors de nature différente. Le premier, pour resituer les choses sur un plan un petit peu de l'histoire des idées et du contexte dans lequel nous vivons, je dirais que le défi est celui de vivre dans une société de l'individualisation. Alors, on vit dans une société de l'individualisme, ça c'est connu. On vit aussi dans une société de l'individualisation. Alors, je reprends notamment les éléments d'une analyse que mène l'historien et philosophe Marcel Gauchet depuis déjà plusieurs décennies, dans laquelle il explique que dans la deuxième partie du XXe siècle, nous avons en quelque sorte dans nos pays occidentaux et particulièrement en France, suite à la Seconde Guerre mondiale, nous avons perdu la référence sociale, collective, transcendante aux grandes idéologies, c'est-à-dire les idéologies religieuses et politiques qui, jusqu'alors, conduisaient la vie des individus de manière assez systématique, déterminaient la vie des individus depuis la naissance, naître dans une famille chrétienne, dans une famille communiste, dans une famille syndicaliste, avait dans toute la première partie du XXe siècle une importance constitutive des individus, et donc ces individus construisaient leur identité, se constituaient en référence à des grandes idéologies collectives, qu'on dit transcendantes parce qu'elles viennent du dessus, et qui surtout proposaient des ailleurs, des au-delà, c'est-à-dire la vie meilleure après, la vie meilleure au bout du chemin, que ce soit des idéologies religieuses ou que ce soit des idéologies politiques, le grand soir, la société sans classe, le paradis terrestre, ou plutôt céleste. Et donc, ce recul des grandes idéologies, des grandes transcendances, a eu pour effet un essor de ce qu'on appelle le matérialisme dans notre société. Alors, pas le matérialisme forcément au sens philosophique, mais tout simplement le matérialisme au sens de la société de consommation. Ici, maintenant, tout de suite, consommer, faire. Vous aurez remarqué, par exemple, que les gens qui font beaucoup de voyages disent « j'ai fait la Tunisie, l'Antarctique, etc. » Une espèce de consumérisme voilà, assez compulsif. Donc on est dans une société de l'ici et maintenant. Et deuxième conséquence de ce mouvement, un essor de l'individualisme. L'individualisme, au-delà de ce qu'on entend habituellement par égoïsme ou ne penser qu'à soi, l'individualisme, c'est le fait de se considérer avant tout comme un individu, voilà, comme un atome au sens voilà, physique du terme dans la société. Et l'individualisme, c'est aussi un renversement de perspective. C'est-à-dire que je ne construis plus mon identité dans une référence constitutive à un idéal, à une communauté, à une idéologie, mais dans un autre mouvement, j'adapte les idéaux, les idéologies à mon individualité et à mes désirs. Et on entend beaucoup, évidemment, cette injonction à être maître de son destin, à faire ses choix, à être responsable de sa vie, etc. Bon, qui là, ce processus a été très bien écrit et décrit par Alain Ehrenberg, donc sociologue qui écrit depuis les années 1990 sur justement cette fatigue d'être soi aussi, hein, c'est-à-dire le poids qui pèse sur les individus d'être toujours leur propre héros. Et donc cet individualisme conduit à
une individualisation et à une revendication d'individualisation. Bon. Alors, ça veut dire que tous les processus doivent s'adapter à l'individu. On le voit bien au niveau de l'école. Bon. Il y a quelques décennies, les enfants, alors pour, on va dire, le meilleur ou pour le pire, mais avaient à s'adapter à leur classe, à leur maître, à leur professeur, à l'ambiance. Bon. Les parents, souvent les psys caricaturent ce renversement en disant autrefois les parents demandaient le soir est-ce que tu as été sage à l'école, et aujourd'hui les parents le soir demandent à leur enfant est-ce que le maître a été gentil avec toi. Bon. C'est un renversement de perspective qui est un constat, qui est là, dans lequel il y a une revendication d'individualisation. Alors, à l'école comme ailleurs, à l'école parce qu'on voit de plus en plus de familles tentées par l'école à la maison, qui a été évidemment aussi remise au goût du jour par le confinement, parce que les parents sont en demande que l'école s'adapte à leur enfant, pas forcément en situation de handicap, mais à leur enfant hypersensible, hyperactif, qui ne supporte pas la contrainte, etc. C'est un fait. Je ne porte pas de jugement là-dessus, simplement c'est le constat d'un renversement. Et partout ailleurs dans la société, on constate cette individualisation par de multiples biais. Le coaching à domicile, la prise de mesure par les objets connectés de ses paramètres de santé, de sa performance sportive, tout doit être au maximum individualisé pour correspondre aux particularités et aux aspirations des individus. Alors, ça pose de fait un premier défi à l'inclusion, qui est celui de l'école aussi aujourd'hui, c'est comment fait-on pour s'adapter à autant d'individus, à une telle hétérogénéité, et encore une fois, il ne s'agit pas simplement là de handicap ou de situation de handicap. Alors, il y a eu déjà, évidemment, dans l'histoire, un essai de réponse à cette question, avec le grand mouvement de l'école nouvelle, pédagogie Freinet, pédagogie Montessori, qui avait pour objectif véritablement de s'adapter à la spécificité des enfants. Bon. On arrive parfois aussi à des dimensions d'école à la carte. Les parents aujourd'hui souvent voudraient une école à la carte adaptée à leur enfant, et ça c'est un vrai défi. Pas simplement, encore une fois, pour le handicap, mais c'est un vrai défi pour l'inclusion, cette hyper-individualisation qui finalement complique, et je pense qu'il faut aussi y trouver des réponses, complique l'accueil, on va dire, de l'ensemble des enfants. Le deuxième défi, il est lié à la sémantique. Je rappelle donc que le mot inclusion vient de inclusio, qui signifie emprisonnement. Voilà. Et donc, il a été repris, ce vieux mot latin, il a été repris au XIXe siècle au sens d'insérer, voilà. C'est-à-dire faire entrer un élément dans un ensemble. Alors, on a vu qu'au cours de l'histoire, l'inclusion comportait deux aspects, un aspect plutôt ségrégatif et un aspect plutôt intégratif. En soi, dans le mot, il y a des difficultés, il y a un défi, et Charles Gardou, dont je parlais tout à l'heure, le développe très bien dans ses livres. Pour inclure, il faut pouvoir identifier, c'est-à-dire repérer ce dont la personne a besoin, quelles sont les nécessités de son accueil. Or, identifier et repérer, c'est aussi caractériser. Et possiblement, ça peut être stigmatisé. Vous voyez, pour pouvoir inclure quelqu'un dans un collectif, pour pouvoir ouvrir cette école universelle à toutes et tous, à tous les enfants, eh bien, il faut pouvoir identifier les besoins. Or, au moment même où j'identifie,
au moment même où je caractérise, où je détermine quels sont les besoins, je porte un regard spécifique sur ces personnes, sur ces enfants, et donc je caractérise et je stigmatise d'une certaine manière leur handicap. Comment faire pour inclure sans préalablement stigmatiser en le repérant tout simplement celui ou celle qui est à inclure et l'accueillir dans une école généraliste. Il y a un vrai défi là de l'inclusion. À partir du moment où je définis ce qu'elle est, c'est-à-dire faire rentrer quelqu'un dans quelque chose, en l'occurrence le collectif de l'école, je suis obligée de repérer ce quelqu'un, ses difficultés, ses limites, ses handicaps, ses vulnérabilités, et donc d'une certaine manière de les stigmatiser. Et on voit bien là les limites actuelles de l'école en général dans ce processus. Bon, il y a des quantités d'écoles qui ne sont pas équipées pour accueillir des enfants en fauteuil. Il y a des quantités d'écoles qui ne sont pas équipées ou formées tout simplement pour accueillir des enfants autistes, pour accueillir des enfants avec différents types de handicaps. Quand il y a un label d'accessibilité, très souvent ça se limite à la présence d'un ascenseur dans l'école ou d'une rampe, ce qui ne résout que très très partiellement les problèmes. Et par ailleurs, quand un fauteuil est dans l'école, où est-il ? Un fauteuil, ça gêne partout. Ça gêne dans les couloirs, ça gêne dans les virages, ça gêne dans la classe. Voilà. Donc l'inclusion trouve là aussi des limites dans la forme scolaire, comme je le disais tout à l'heure, et dans la possible stigmatisation qu'il y a à accueillir des personnes qui, pour l'être, doivent préalablement être identifiées comme telles. Je disais à l'instant le parcours du combattant des parents pour obtenir un AESH, pour obtenir une MDPH, pour obtenir des dispositifs qui aident leurs enfants. Il faut quand même savoir que pour une demande faite en juin d'une année, pour l'année suivante, les dispositifs sont parfois mis en place en avril ou en mai de l'année suivante, vous le savez très bien, donc c'est quand même une vraie difficulté et ça stigmatise de fait. Le fait d'avoir cette demande, ce processus, de devoir resignaler en permanence au professeur principal, au maître de l'enfant qu'il faut prendre ces dispositifs, stigmatise de fait. Donc il y a une vraie difficulté là, dans le sens même des mots, à inclure, je dirais presque sans exclure immédiatement. Voilà. Ça, c'est une vraie difficulté. Et pour autant, on ne peut pas procéder à un nivellement total et faire comme si de rien n'était, bien évidemment, parce que là, on n'inclurait pas. Et l'école n'est pas suffisamment inclusive pour se permettre d'ignorer les situations de handicap et considérer qu'elle est universellement inclusive de fait et que du coup, tout le monde, sans en faire la demande, y trouvera sa place. Donc, on est obligé d'en faire la demande et du coup, l'inclusion a toujours un petit parfum d'exclusion et c'est ça qui est gênant. Troisièmement, troisième défi, et ce sera le dernier, la question de l'accessibilité qui est intimement liée évidemment à l'inclusion. On en parle beaucoup aussi de l'accessibilité. Souvent, l'accessibilité telle qu'elle est conçue dans le monde du travail ou à l'école n'est d'une part que technique et d'autre part, malheureusement, relève d'un quota. Alors, elle n'est que technique. C'est mieux que rien. Quand vous allez au cinéma en fauteuil roulant, vous êtes d'emblée placé tout devant, la plupart du temps, sous l'écran. Quand vous allez dans un musée, vous avez aussi un cheminement qui vous conduit. Voilà. Les normes sont respectées, les quotas sont respectés. Vous avez, pour les entreprises, un certain pourcentage de personnes en situation de handicap à inclure dans l'entreprise. Et souvent, aujourd'hui, ces quotas, qui ne sont que des quotas, sont respectés.
Je dirais on est très loin du compte. On est très loin du compte si on considère ce que j'ai appelé tout à l'heure les capabilités, c'est-à-dire la prise en considération d'une personne en tant que sujet capable d'exprimer des désirs, des projets, d'avoir encore un récit de sa propre existence à faire, et donc capable d'opérer des choix. Quand vous arrivez au cinéma dans un fauteuil et qu'on vous place sous l'écran tout devant, on ne vous donne pas le choix, il n'y a pas d'autre possibilité la plupart du temps. Bon. Quand vous allez dans un musée, c'est la même chose, on ne vous donne pas le choix, on fait ce qu'on peut. Quand vous avez un fauteuil qui est présent dans une classe à l'école, c'est pareil, il n'y a pas le choix. Donc il y a une possibilité. Et une possibilité, c'est finalement pas encore assez suffisant pour donner aux personnes la possibilité d'un choix. Est-ce qu'on a déjà demandé si les personnes en fauteuil avaient envie d'être sous l'écran au cinéma ou au ras de la scène dans une salle de spectacle ou voilà, à tel ou tel endroit d'un stade par exemple ou dans un musée? Voilà. Ne pas considérer que l'accessibilité technique dégage de la responsabilité de demander aux personnes quel est leur choix, quel est leur projet, quelle est leur envie. C'est ça aussi la capacité. Ne pas s'exempter d'une réflexion éthique sur le choix que peuvent faire et qu'ont envie de faire les personnes en situation de handicap dans ces situations où on leur dit que l'accessibilité est garantie, mais où on constate que cette accessibilité technique à minima ne convient pas à la plupart des personnes en situation de handicap. Dans l'institut où je travaille, il y a un master qui forme des conseillers en accessibilité, qui, lorsqu'ils sont en stage, constatent que dans les musées, dans les grands établissements publics, les gens n'ont aucun échange, aucune interaction avec les personnes en situation de handicap, y compris les conseillers en accessibilité de ces établissements. C'est-à-dire qu'ils établissent des parcours techniques pour les personnes en situation de handicap, sans interaction, sans du tout se demander ou demander à ces personnes si véritablement c'est confortable, c'est satisfaisant, c'est éthiquement satisfaisant, etc. Donc, cette accessibilité, premièrement, elle n'est que technique, elle est technique à minima, elle ne prend pas en compte les capacités qui doivent être respectées pour les personnes. Et deuxièmement, une accessibilité qui n'est que technique, c'est très insuffisant. Pour parvenir au respect des capacités, pour parvenir à assurer les capacités, il faut que l'accessibilité devienne aussi une notion intellectuelle et sociale. L'accessibilité n'est pas que technique, elle est aussi intellectuelle et sociale. Voilà. On ne peut pas se contenter de mettre des rampes partout en considérant que ça résout le problème de l'accessibilité technique pour les personnes. Il y a l'inclusion dans son sens général, il y a le rapport que nous avons avec ces personnes, il y a le confort des personnes, il y a leur liberté de choix, il y a leur possibilité de n'être pas tout de suite infériorisées lorsqu'elles se retrouvent dans un parcours d'accessibilité, d'être infantilisées, d'être dirigées comme des objets, d'être donc discriminées ou stigmatisées d'une manière ou d'une autre. Et là encore, l'accessibilité est un problème social général. Il n'y a pas que les personnes en situation de handicap. Il y a les personnes âgées, il y a les personnes qui sont en ville avec une poussette, qui sont dans le métro avec une canne. Il y a toutes ces personnes qui se heurtent non seulement à une insuffisance d'accessibilité technique, mais dont les capacités, la possibilité des capacités n'est absolument pas respectée. Voilà, donc ces trois défis de niveau, encore une fois, très différents. C'est une société de l'individualisation extrême, une difficulté sémantique
autour de ce que ça peut être d'inclure, sans exclure de fait. Et troisièmement, les limites d'une accessibilité qui est technique, à minima, et qui n'est pas prise en compte sur le plan intellectuel, social, politique, de la prévention au fond, hein, et de l'éducation des sociétés, ça me paraît 3 défis qui, je pense, par ailleurs, vont être abordés aujourd'hui avec beaucoup d'acuité, je pense, vu les intervenants. Je vous remercie pour votre attention, j'ai terminé. Je pense qu'il y a quelques minutes pour des questions.